Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous joindre dans cette émission spéciale consacrée à la mémoire algérienne. Bien sûr, cette émission spéciale, nous revenons sur l'un des massacres les plus horribles de l'épisode de la colonisation française en Algérie, le massacre de l'Arwat, le 4 décembre 1852. Ce jour-là, des soldats français menés par le général Aimable Pélissier ont commis un véritable génocide dans cette ville du sud du pays. Plus de 3000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été sauvagement massacrés. Cela fait donc 173 ans que cette horrible boucherie coloniale a été commise. Nous commémorons aujourd'hui, cela s'impose, le 173e anniversaire du génocide de l'Arwat, le 4 décembre, comme je le disais, 1852. Pour revenir sur cette date sinistre, j'ai le plaisir de recevoir avec vous tout de suite nos deux invités que nous allons découvrir dans un tout petit instant. Avec nous pour en débattre ce soir, Hassan Arabe, journaliste et chercheur spécialiste des questions donc de l'histoire. Hassan, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léla. Et Ammar Belkhouja, historien. Monsieur Ammar Belkhouja, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors cette journée est une occasion pour rendre hommage, comme je le disais tout à l'heure, aux martyrs des violences de l'armée coloniale. Ceux de l'Arwat se souviennent certainement de cette enfumade et n'oublient pas surtout ces enfants qui sont tombés en martyrs ce jour hommage et l'évocation également. Donc tout au long de cette émission, comme je le disais, à l'instar des autres villes et régions de l'Algérie, l'Arwat a payé un lourd tribut, il faut le dire, au colonialisme et qui a commis une enfumade jamais oubliée et qui reste vivante dans la mémoire collective du peuple algérien. Je vais commencer par vous d'ailleurs, Hassan, un petit peu pour planter le décor et puis après on se tournera vers M. Ammar Belkhouja pour plus de détails et surtout un peu plus, nous en dira un peu plus sur toutes les curiosités qui restent vivaces. Alors, Hassan Arabe, pourriez-vous nous relater un petit peu ce qui s'est réellement passé ce 4 décembre pour ceux qui ne connaissent pas réellement cet épisode donc, de l'histoire algérienne et surtout des massacres qui ont été commis? Avant d'évoquer ce qui s'est réellement passé, on doit tout d'abord dire que c'est un génocide commis par l'armée coloniale française donc, dans cette ville de l'Arwat, un génocide qui ne peut être envisagé sans l'aspect et la caractéristique de la colonisation française de l'Algérie. C'était une colonisation de peuplement. Donc à partir de 1845, les Français ont décidé de faire de l'Algérie une véritable colonie de peuplement. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, expliquez ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire se débarrasser complètement des habitants de l'Algérie et les remplacer par une autre population. Par une autre population. Donc, d'ailleurs, c'est la particularité de la colonisation algérienne. Et la mise en place de cette colonie de peuplement a été entamée et a été notamment planifiée par Bugeaud à partir de 1845, lorsqu'il va entamer les premiers donc, massacres collectifs. Le premier, c'est les enfumades du Dahra du 18 juin 1845, où une tribu, la tribu du Ouled Riyah, a été complètement décimée. Elle a été enfumée. C'est une tribu qui s'est réfugiée dans les grottes du Dahra. Et le sinistre Pélissier va boucher donc oui, carrément bloquer donc l'ouverture et les accès. Avec des fagots donc avec des fagots de bois. Il allume le feu et ils seront donc on a 1000 morts donc qui seront asphyxiés dans ces grottes. C'est-à-dire brûlés vifs. Le premier massacre. Après, il va y avoir 1849. Donc c'est la tribu des Ahacha, donc à Biskra, qui sera complètement anéantie après un siège qui va pratiquement du mois de juillet, de la mi-juillet 1849 à la fin du mois de novembre 1849. Et là, c'est toute la tribu qui a été rasée et les chefs, donc Bouzienne, le chef de la résistance des Ahacha
a été donc, il a été massacré avec sa famille, donc son corps était exposé sur la place publique et sa tête a été mise dans Comme un ce qu'on trophée. comme un trophée. Il a été présenté au niveau donc du bureau arabe. Donc il y a eu une stratégie qui consistait à décimer complètement les Algériens. Et la ville de Louat, qui a été assiégée pendant quelques heures, le 4 décembre, suite à la résistance, voilà, pour la première fois, l'armée française va utiliser ce qu'on appelle les gaz chimiques. C'est pour la première fois, donc, parce que c'est toute la ville qui sera soumise, donc, qui sera attaquée par... C'est un peu les prémices ou les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui communément la guerre bactériologique Exactement, ou la guerre chimique. Voilà, des armes chimiques. exactement la même chose. C'est pour la première fois que l'armée française, l'armée coloniale, va utiliser les armes chimiques contre toute la ville, contre les habitants de Louat, mais aussi la faune et la flore, parce que il va y avoir deux tiers de la ville qui seront massacrés. Certains avancent le chiffre de 4000 et d'autres de 5000. En tous les cas, les chroniqueurs de l'époque ont dit qu'il n'y avait plus personne pour enterrer les morts. Donc on a massacré. Tout le monde est mort. Qu'on ne trouvait plus personne pour enterrer les morts. Voilà. Pour vous dire un petit peu l'ampleur donc, de ce massacre. Et il est question d'un génocide parce qu'il y a une volonté d'exterminer toute une ville, donc toute une communauté. C'est une communauté qui a été complètement exterminée. Arabe, il faut expliquer, juste si vous voulez, dans les détails, pour un petit peu mettre nos téléspectateurs dans, si vous voulez, se mettre dans le bain, parce qu'il faut absolument imaginer pour quelle raison. Tout ça, c'est parce que ce sont des populations qui se sont insurgées. Ils se sont insurgés, ils ont et donc refusé, il fallait qu'ils payent absolument ce prix au prix de leur vie. Ils ont refusé le dictat colonial. Donc, parce que la ville de Louat a décidé de résister et de rejeter les offres, parce qu'on voulait installer un bureau arabe à Louat. Parce que la stratégie de l'armée française à l'époque, c'était d'étendre la colonisation vers le sud, notamment après la prise d'Al-Bayat. Donc, il va y avoir le bureau la porte ouverte pour aller vers le sud. Il y a l'installation du bureau de Géréville. D'ailleurs, une colonne est partie de Géréville, l'actuelle Bayat, donc la ville d'Al-Bayat. Et il fallait donc... La Rouat, ce n'était qu'une étape, parce qu'il fallait par la suite aller jusqu'à la vallée du Mzab, ensuite aller en profondeur dans le sud algérien. C'est-à-dire que quelque part, devant cette insurrection, si vous voulez, le colonialisme français de l'époque, c'est-à-dire ils ont réprimé dans le sang. C'était violent, c'était aussi une façon de terroriser les populations et surtout un avertissement pour les étapes à venir, c'est-à-dire voilà ce qui adviendra de vous si jamais vous opposez une résistance à Amar Belkhouja. Je reprends ce que vous avez développé en introduction de cette émission, à savoir qu'il est absolument de notre devoir d'entretenir la mémoire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours estimé et considéré que nous avons une dette morale à payer vis-à-vis de tout ce peuple qui, depuis que les envahisseurs ont foulé le sol de notre patrie, il y a cette démarche diabolique et satanique que le massacre collectif, le meurtre collectif va être une méthode permanente depuis 1830, je dirais jusqu'à 1962. Parce que de 54 à 62, on peut localiser aussi des situations où il y a eu de meurtres collectifs. Le meurtre collectif, l'assassinat collectif, le massacre collectif a jalonné toute la présence française. Et, comme vient de le signaler mon ami Hassan, c'est qu'en 1830, au mois de juin, à Staouilia et Sidi Froch, avec le débarquement de 37 000 hommes. Dans leur idée, la conquête ne va pas durer assez longtemps. Voilà. Assez longtemps.
et c'est le contraire qui va se produire. Pourquoi? Je vous dirais que jusqu'en 1843, les Français, l'armée française, étaient systématiquement cantonnés dans le littoral. Pourquoi? Parce que le soulèvement, la résistance de l'émir Abdelkader leur faisait barrage. Et la conquête va se dérouler très lentement, ça va épuiser, je dirais, épuiser les colonnes françaises qui ne sont pas arrivées à mettre en échec le premier soulèvement conduit par un jeune homme de 24 ans qui s'appelle Abdelkader. Et 1841-42, lorsque Bugeaud est porté à la tête, qui devient gouverneur général, il va opter pour la politique de la terre brûlée, qui va consister à brûler. À engager une opération de razzia destructive des biens, des animaux, des êtres humains. Oui, tout un qui vit. Et la politique de la terre brûlée va un peu épuiser l'une des premières résistances, c'est-à-dire celle de l'émir, qui était obligé en 1847 de mettre fin aux hostilités parce que le peuple algérien, le pays, était complètement ruiné. Je reviens à Larouat. En fait, ils avaient affaire à une armée complètement immorale. Absolument. Qui étaient des combattants chevaleresques. Pas de scrupules. Ce sont des combattants de morale, quoi qu'on en dise. Hein. Pas de scrupules, pas de scrupules. Et ce qui est curieux de signaler aussi, c'est que les chefs qui conduisaient cette opération, cette entreprise diabolique, provenaient de la classe de la noblesse française. Oui. De la Mauricière, de Cavaignac, de Bugeaud, c'est-à-dire que je reviens à Pélissier. Et Larouat. Pélissier, nous allons le rencontrer déjà quelques années auparavant dans les Ouleds de Riyah. Ce sinistre personnage va rééditer le crime collectif à Larouat en décembre 1852. Je m'arrête à un point important, à savoir qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de dresser les portraits des criminels. Je suis parvenu à le faire pour André Achiari, qui a décimé la fine fleur de la jeunesse à Guelma. Donc il y a cette continuité, cette immoralité dans la conscience, dans le discours politique, dans la conscience de l'État ou de la monarchie française pour parvenir à continuer dans la destruction de l'espèce humaine et dans le pillage. Peut-être je dirais quelques mots sur le pillage qui accompagne toujours le massacre. Oui, le pillage. En plus parce que c'est vrai, il faut en dire plus parce que là, c'est vrai que c'est qu'en 2 minutes de l'émission, mais il faut quand même dévoiler certains aspects de ce colonialisme qui ne se contentait pas de tuer, mais comme on disait, ce n'était pas seulement une armée, c'était vraiment une armée immorale parce qu'ils étaient venus en Algérie dans une conquête et dans un but bien précis, celui de tuer la population, de la remplacer et surtout de la piller à partir du moment où ils avaient déshumanisé les Algériens. L'entreprise maléfique et satanique fonctionnait avec un autre phénomène. C'est celui de faire croire à l'homme blanc qu'il incarnait la supériorité sur tous les autres groupements humains. Ethniques, et c'est ce qui explique. Parce qu'un paysan du Jura, de la Vendée ou du Languedoc, qu'est-ce qu'il connaît du peuple algérien pour qu'il le considère comme un ennemi qu'il faut assassiner, qu'il faut tuer. Oui. Mais la théorie raciale a avantagé un peu cette entreprise. Et quand je parle de massacre collectif, quand je parle de razzia, c'est toujours accompagné de vols et de pillages. Voilà. Donc nous avons affaire à des colonnes qui sont portées sur l'assassinat collectif, mais aussi sur la cupidité, sur le viol, et sur le... Oui, ce n'est pas un lapsus. Qui va se répéter pendant la guerre d'indépendance aussi. Donc le pillage va nous démontrer
que nous avons affaire L'avidité. à une société, y compris depuis l'officier, depuis Cavaignac jusqu'au simple soldat, en pied, en dépossédé, en dépouillé des familles entières de leurs biens. C'est très important ce que vous dites, donc Amal Belkhouja. On va revenir sur ça parce que c'est très important, effectivement, de dire que ce n'était pas du tout une armée morale qui est venue coloniser l'Algérie, mais c'était une armée de vandales qui pillaient la population. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on est vraiment loin de l'image qu'on se faisait. C'est pour ça que finalement, dresser des portraits de criminels est très important. Il ne faut pas non plus idéaliser ces gens-là, qu'ils soient officiers, ou au gradé, ou comme vous le dites, au plus simple soldat. Hassan Arab, est-ce qu'on a réellement aujourd'hui, 173 ans après, on a pu faire, je dirais, un bilan vraiment des victimes qui... Oui, on connaît les criminels parce qu'il y avait 3 officiers qui ont été mobilisés. Il y avait Pélissier, il y avait Youssouf, le général Youssouf, et Bouskaren. Donc 3 officiers d'une armée qui était à l'époque, qui s'élevait à 106 000 hommes. Donc, pour vous dire que Bugeaud, quand il arrive en 1842, il va renforcer les effectifs de l'armée qui vont atteindre 106 000 hommes. À l'époque, c'était énorme pour une armée régulière, et mobiliser 3 officiers pour... une opération. C'est des civils, attention. En plus, contre des civils, c'est même pas... C'est contre des civils. Ce sont les civils qui vont résister donc aux assauts de cette armée structurée, bien armée, etc. Et on n'a pas encore toutes les données, parce que c'est pourquoi tout à l'heure j'ai avancé au moins 2 chiffres. Donc celui qui a découvert quelques jours après, donc on a ce texte, c'est Eugène Fromentin, donc c'est un orientaliste, on ne doit pas oublier qu'il est venu dans les bagages donc, de l'armée coloniale française, sinon il ne pouvait pas se rendre à l'Arwat. Donc il s'est rendu à l'Arwat quelques jours après le massacre, et lui, il dit textuellement que 2 tiers de la ville ont été décimés. Donc, et il donne le chiffre, il avance le chiffre de 3 000. Mais il y a d'autres sources qui avancent le chiffre de 4, voire 5 000 personnes. 5 000 pour une ville, c'était énorme. C'est pratiquement toute la ville. C'est toute la ville qui a été... Toute la ville a été massacrée. Parce que le témoignage d'Eugène Fromentin, quand il arrive, il découvre la ville, il n'y avait pas de vivants, il n'y avait pas de survivants à l'époque. C'est lui qui le dit. Il avait découvert encore des corps, des cadavres, sans sépulture. Donc il disait qu'il avait fait une description des ruelles de l'oasis de l'Arwat où il voyait des cadavres un peu partout. Les corps étaient jonchés partout. Et c'était des cadavres de femmes, d'enfants, de vieux, de vieilles, sans distinction. Donc tout le monde était la cible de ce massacre, de ce génocide en fin de compte. Au fait, il y a quand même un aspect de haine derrière tout ça, plus que celui du devoir peut-être, hein, parce qu'au devoir entre guillemets, hein, je vais le dire. Finalement, Monsieur Ammar Belkhouja, les habitants de l'Arwat ont qualifié, si vous voulez, cette journée, hein, ou ce massacre comme, je reprends textuellement, Am al-Khalia, dans le sens où c'était un petit peu l'année du désastre, du néant quelque part, au fait. Est-ce que ça dénote aussi de l'ampleur de cette tuerie? Parce qu'il disait, Hassan, il n'y a même pas de sépulture, il n'y a même pas des survivants pour enterrer les morts. C'est l'apocalypse. C'est resté dans le... Khalia. Oui. Khalia, c'est la dévastation systématique, c'est l'absence de toute pitié. De tout. Envers des êtres humains envers desquels on reprochait quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher aux tribus algériennes pour les soumettre à de telles méthodes destructives? Oui, Am Khalia, qui doit correspondre aujourd'hui à la terminologie la plus exacte et la plus conséquente, c'est le génocide. Oui, tout à c'est fait. lorsque un massacre prend une ampleur illimitée. Ça sème le chaos. Donc,
la facilité de ce massacre, c'est parce que en face, il y avait cette prédisposition à combattre. Et les plus valides des habitants de la Rouat se sont battus avec bravoure sous la conduite de Nasser Ben Chahra et Mohamed Ben Abdallah, et ils ont tenu tête un peu à cette nuée, une nuée de soldats décidés à raser tout sur leur passage. Donc, il y a l'héroïsme et la bravoure de cette population qui refusait de se soumettre dans la facilité, sans opposer. Ce qui se passe pendant toute la durée de la colonisation, le peuple algérien n'a jamais accepté la soumission, même si nos forces étaient plus faibles que les forces ennemies par le matériel effectif. Ça me rappelle un aspect, puisqu'on dit généralement que l'histoire est un éternel recommencement. Eh bien, pendant la guerre d'indépendance, en 1956, les effectifs militaires étaient à 50 000 ou peut-être plus. Mais en 1958, De Gaulle va augmenter les effectifs à 800 000 soldats. C'est-à-dire que tout se répète finalement. Du simple au double, oui. Oui, 800 000 soldats pour une population étrangère de 900 000 qui n'ont jamais dépassé le million. Hein. Donc, il y a cette asymétrie dans les forces. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Et je dirais que le problème, la question, le drame, la tragédie du peuple palestinien n'est que la survivance des anciens empires coloniaux qui se sont tristement distingués. Oui. Et qui s'expriment aujourd'hui sur le terrain. Rza Hassan, oui, vous voulez J'aimerais rajouter rebondir par rapport à la question d'extermination. On doit rappeler, Ammar, qu'il était question d'une guerre totale, parce que Bugeaud, il a utilisé le mot qui sera utilisé par la suite, oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un historien qui a prononcé par rapport à la Rouat le mot Holocauste, pour vous dire un petit peu. J'allais y venir, oui, allez-y. Plus qu'un génocide, il y a un historien qui a évoqué pour la première fois, quand il évoquait ce sinistre massacre, le mot Holocauste, qui traduit cet esprit, cette initiative, entre guillemets, destructrice, génocidaire, cette entreprise génocidaire de Bugeaud qui défendait le principe de la guerre totale, c'est-à-dire une guerre totale contre les Algériens. La suppression totale. La suppression totale. Et c'est justement, il y a quelqu'un, Général Salon, à partir de 1956, il va exactement reproduire le même schéma et il va défendre le même principe. C'est celui de la guerre totale, pour un petit peu revenir à cette symétrie donc, entre le 19e et le 20e siècle. Mais pour revenir à la Rouat, c'est vrai que c'est tout le monde qui a décidé, c'est-à-dire tous les Algériens, c'était des civils, ils ont décidé de se défendre jusqu'au bout, y compris les femmes. Et nous savons que certaines femmes ont été poignardées alors qu'elles allaitaient, c'est-à-dire elles ont survécu à l'attaque du chlore, parce que c'était le chlore qu'on a. On disait que même certaines femmes, je ne sais pas si vous pouvez toujours confirmer, que certaines femmes, maman, venaient d'accoucher et le lendemain, on les tuait. C'est pour vous dire où va l'horreur. C'est-à-dire, on a tué des enfants qui venaient de naître avec leur maman. Il y avait même cette femme qui a été décrite par Eugène Fromentin qui allaitait. Et on l'a retrouvée dans cette... il a été poignardé. Donc, pour vous dire la brutalité avec laquelle l'armée française avait agi à la Rouat, c'est-à-dire... Ils sont venus avec cette intention d'en finir vraiment avec la population algérienne. Avec cette population de la Rouat. Voilà, c'est-à-dire sans sourciller, c'était complètement décomplexé. Ce n'était pas vraiment, il n'y avait pas de quoi rougir, ni le code d'honneur de l'armée, ni du combattant. On va poursuivre le débat juste après cette courte pause publicitaire.
Retour au débat. Bien sûr, le débat se poursuit sur cette commémoration du sinistre massacre donc, de Larouat 1852, le 4 décembre plus précisément. Bien sûr, Ammar Belkhouja, cette date sinistre pour les Algériens, qui est inscrite dans leur mémoire, dans leur gène presque, on va dire. Est-ce qu'on peut parler du premier holocauste de l'histoire, par exemple ? Même si je n'aime pas trop ce mot, mais on va le faire comme un repère, si vous voulez. À la sauvagerie de l'acte. Parce que les observateurs et les historiens sont d'accord sur une chose, à savoir que le débarquement de l'envahisseur français va avoir lieu ce 19 juin et ce 5 juillet à Alger. Puis, la colonisation va avancer très lentement et la Larouat va permettre à cette avance de continuer vers le sud et vers les pays africains finalement. Donc deux dates, 5 juillet, 5 décembre 1852. Mais ce qui est important de signaler, c'est que partout en Algérie, les tribus n'ont jamais accepté, le peuple algérien n'a jamais accepté de se soumettre dans la passivité. Oui. Et la mémoire collective avait retenu cette tragédie et cette bravoure dans la résistance qu'on va retrouver au XXe siècle, au début du XXe siècle, oui, par la présence d'une résistance politique de la part des Larouatis auxquels il faudrait rendre hommage. Et je travaille sur le sujet, à savoir que pendant la colonisation, l'Algérie était subdivisée en deux grandes parties, le nord et le sud. Et le sud, il était confié à la gestion, entre guillemets, à la répression, je dirais-je, militaire. C'était les territoires du sud, terminologie appelée à l'époque. Oui. Territoire du sud, les populations du sud algérien étaient soumises au commandement militaire, qui était féroce, impitoyable, répressif. Et en dépit de cela, va surgir un homme sur lequel j'ai travaillé, c'est Mohamed Ben Salem, qui va combattre par le stylo, par la plume. Si hier, on avait vaincu, entre les guillemets, le sabre, oui, l'activité va se poursuivre sous son aspect politique pour combattre le régime des territoires du Sud. Oui. Donc, quelque part, il y a eu une forme de résistance très forte, pas seulement par les armes, par aussi la foi, mais également par la plume. C'est ce qu'on doit comprendre finalement. Il y a eu vraiment une résistance farouche. Il ne faut pas comprendre que sur les 130 ans de colonialisme, les Algériens étaient passifs jusqu'à la déclaration de la Révolution. Non. Le peuple algérien n'a jamais accepté le dictat colonial. Il a résisté dès les premières heures de la colonisation, d'où d'ailleurs les massacres qui ont été entamés dès 1830, parce que certains disent c'est à partir de la stratégie, comme on vient de le dire. Mais on doit rappeler qu'en novembre 1830, il y a eu le massacre des Houphia, une tribu entière qui a été complètement décimée près d'El Harrach à Alger. 1832, je pense que Ammar a consacré un livre donc, à ces massacres de la Mitidja. C'est le massacre de Blida. Donc voilà, ça sera une tribu également qui sera massacrée. Oui. Et, pardon Hassan, sans vouloir vous interrompre, est-ce qu'on peut montrer, s'il vous plaît, il y a les massacres de Ammar Belkhouja, oui. le massacre dans la Mitidja. Juste face à la caméra, si ça ne vous dérange pas. Ils ont commencé à massacrer dès 1830 et les Algériens n'ont jamais renoncé à la résistance. Ils ont combattu dès le début. C'est pourquoi c'est ce qui explique justement l'ampleur de ces massacres. C'était intergénérationnel, hein. Ça se calmait un peu et après ça reprenait avec une nouvelle génération. Effectivement. Voilà, ça n'a jamais cessé au fait. Ça n'a jamais cessé et c'est la résistance qui explique en quelque sorte cette volonté, cette tentation génocidaire que l'armée française avait mis en place pour en finir, si vous voulez, avec la résistance, mais aussi avec tout le peuple algérien, parce que les massacres ont ciblé
toutes les franges de la société. C'est-à-dire on massacrait sans Oui, sans distinction. distinction. Sans distinction aucune. Oui, j'aimerais qu'on montre les autres ouvrages, si vous voulez, Hassan, juste face à la caméra. Alors, les enfumades du Dahra, donc, bien sûr. c'est un autre massacre horrible. Ammar On en a parlé tout au long. voilà. On en a parlé déjà dans nos émissions à Al-24, qui a été énormément évoqué également avec Mustafa Khiyati. Et tous les crimes impunis, etc. Donc de l'armée française. Ah, les en crimes Algérie. impunis. Donc, vous m'en direz. Hein. Et justement, tous les crimes, tous les massacres demeurent impunis parce Voilà. que l'armée française et la France d'aujourd'hui, la France officielle, Ne n'a reconnaît pas pas. encore reconnu tous les crimes commis pendant les 132 années De de la colonisation. colonisation. Oui. Et quand on avance le chiffre de 5 millions, voire plus, ce n'est pas une vue de l'esprit, L'esprit. mais c'est véritablement parce qu'il est question de tribus complètement 5 millions, ça c'est rasées. approximativement C'est parlant. approximativement, Parce que peut-être que les chiffres réels pourraient être plus effarants et plus. Djilali choquants. Sari, qui a préfacé l'un des livres de Ammar Belkhoudja, Oui. qui est un éminent sociologue et chercheur, donne un exemple, hein, c'est-à-dire c'est la famine de 1868. C'est au printemps, en 3 mois, il avait comptabilisé 1 million de morts. Donc, pour vous dire, il y avait les De maladies. famine, hein. De famine. Voilà, on a il affamé la a population. travaillé essentiellement sur des documents français qui provenaient, que ce soit, il n'y avait pas d'état civil, que ce soit donc les petites chapelles, les églises, etc. Une enquête très importante. Et il nous révèle ce chiffre d'1 million de morts uniquement pendant la famine de 1868, pour vous dire un petit peu l'ampleur du massacre commis au XIXe siècle par l'armée française. Oui, Oui, Ammar il est Belkhoudja. important justement pour démentir un peu le discours colonial. Oui, parce que c'est l'histoire, le vainqueur écrit l'histoire, mais on ne peut pas toujours rester s'appuyer oui, sur mais l'histoire pour- du vainqueur. Mais à propos de famine, dans leurs écrits, mensongers, parce que le mensonge est une tare qui a accompagné l'administration coloniale depuis 1830 jusqu'en 1962. On dit que ah oui, la famine, hein, c'est des calamités naturelles. Non, c'est la conséquence d'une destruction systématique du système agraire en Algérie. Oui. La destruction du système agraire parce que les Algériens, la paysannerie algérienne, compte tenu des cycles irréguliers de la pluviométrie, se prévalait de stocker des réserves Le en système de céréales stockage, dans oui. les matmora, les silos souterrains. Les Français, le profit qui distinguait un peu l'avance et l'existence et la nature même du colonialisme, c'est qu'on a interdit aux Algériens d'utiliser ces silos. Donc la famine n'a été aussi que la conséquence du fait colonial dans notre pays. Voilà. C'est pour un peu démentir, parce qu'il s'appuie un peu sur la thèse que la thèse C'était naturel. sur Si c'était naturel, M. Ammar Belkhoudja, il ne mourrait pas que des Algériens. Pourquoi il n'y a que des Algériens qui ont été affamés? Ça veut dire que ça a été fait de manière préméditée. Absolument. Parce qu'il y a eu aussi des déportations. la communauté française Voilà. n'a pas été touchée. Voilà, exactement. Pourquoi cette communauté n'a pas été touchée par la faim? Il y a aussi l'autre aspect, c'est que, étant donc de vocation agraire pour les Algériens, la paysannerie, donc certains ont commencé à travailler chez les colons parce qu'ils ont été complètement dépossédés de ces terres, et d'autres ont été complètement déportés ailleurs, vers les frontières par exemple avec la Tunisie. Et ces gens-là ont fini par mourir de faim. Donc le même sort a été subi par plusieurs populations algériennes. Finalement, j'allais dire Ammar Belkhoudja, puisque nous commémorons cette date, est-ce que toute la vérité aujourd'hui sur ce crime collectif a été dite? Est-ce que, et quand je parle de ça, je parle des documents, je parle des travaux de recherche et surtout d'archives? Ah oui, justement, on se débrouille comme on peut. Hein. Voilà. On se débrouille comme on peut. L'accès aux archives est-il... Blackout systématique sur l'exploitation d'archives et surtout sur l'action néfaste des militaires français. Et
je dirais heureusement, entre les guillemets, que les officiers et même beaucoup de soldats ont avoué dans leurs écrits leurs actions criminelles. Et nous exploitons aujourd'hui, comme l'a fait François Maspero, un éditeur ami et militant anticolonialiste, en dressant le portrait de Montagnac. Lequel Montagnac, où, je dirais, presque tous les officiers ont rendu compte, soit à leur commandement central en France, soit à leur famille. Aujourd'hui, ça nous a servi, ça a servi aux chercheurs, qu'ils ont avoué leurs crimes. Ils n'avaient aucun état d'âme, ils avouaient un peu ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de sentiment de culpabilité. Ils avaient aucun le sentiment sentiment du de devoir culpabilité. accompli, peut-être, Tout à fait naturel. Ils se comportaient de cette manière que le tuer était un acte banal. Contre qui? Contre un autre être humain, considéré comme leur étant inférieur. Voilà. Et ça les avantageait que leur conscience fonctionnait de cette manière. Oui, parce qu'en plus, ça apaisait un petit peu cette petite voix, parce qu'on a moins de culpabilité lorsqu'on tue quelqu'un qui n'a pas cette notion d'humanité. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe à Gaza. Finalement, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Le procédé est le même, Hassan Arabe. Oui, la France a fait de l'Algérie un véritable laboratoire où toutes les exactions ont été expérimenté, y compris donc l'usage des armes chimiques en Algérie, on doit le dire. C'est pourquoi on n'a pas encore toutes les données. Je sais qu'il y a plusieurs travaux qui ont été faits, notamment par les universitaires de Loroua, à qui on rend hommage, parce qu'ils ont fait un travail colossal. C'est un effort Mais considérable. c'est le problème, comme le dit notre ami Hosni Kitouni, c'est l'écriture de cette histoire du 19e siècle qu'il va falloir peut-être réfléchir aujourd'hui. Reconsidérer à la lumière d'un certain nombre de données et à la lumière d'une démarche anglo-saxonne, parce que les anglo-saxons, je pense donc à un historien comme Brouwer, qui a travaillé justement sur les massacres des Ahacha et sur le massacre de Louat, en dehors de ces correspondance des officiers français. Parce que les officiers français, je sais que dans le cas de Louat, Pélissier, il va faire un compte-rendu dans lequel il va préciser qu'à la fin du massacre, il va se rendre à Oran où ils vont célébrer. Oui. Pour eux, c'est une bataille gagnée, donc ils vont porter des toasts à la mémoire de leurs soldats et non pas aux victimes algériennes. Parce que les victimes algériennes étaient considérées comme étant des sous-hommes. Des sous-hommes, c'est-à-dire c'est la tout comme étaient considérés les Noirs à un moment donné, pendant la période d'esclavage, comme étant des meubles. Des choses. Des meubles. L'article 4 du Code de l'indigénat disait que le noir était un meuble. On pouvait en faire ce qu'on voulait. On en a fait des bois d'ébène. Voilà. Après, exactement ça. Exactement. Après, il y avait le Code de l'indigénat qui donc inscrit cette catégorie d'Algériens, c'est-à-dire l'Algérien. Déshumanisé des Algériens. Voilà, exactement. Je voulais un petit peu qu'on passe à cet aspect que vous avez quand même évoqué, Hassan Arabe, les crimes de la colonisation impunis, qui restent impunis. En fait, on va dire que tous les crimes de la colonisation commis en Algérie sont impunis jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, on refusait de parler d'une guerre d'Algérie ou d'une colonisation. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse donc un petit crochet pour rappeler la conférence internationale qui s'est déroulée à Alger contre la criminalisation du colonialisme. Et je vous propose ensemble d'écouter donc le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf pour revenir ensuite au débat. Donc tout de suite Ahmed Attaf. Au cœur de cette mémoire collective, notre continent garde le souvenir de l'amère épreuve de l'Algérie. Un cas rare dans l'histoire par sa nature, sa forme et sa pratique. Le colonialisme français en Algérie n'était pas ce qu'on pourrait appeler un colonialisme exploiteur, mais un colonialisme colonialiste dans toute l'acceptation du terme. Un colonialisme qui voulait annexer une partie étrangère à la sienne par la conquête et l'agression. Un colonialisme qui voulait implanter son propre peuple sur le sacrifice d'un autre peuple. Un colonialisme qui voulait effacer toute une nation de l'existence avec ses composantes, ses systèmes, ses institutions, son identité, sa culture, sa religion et même sa langue.
Ce projet colonial a été le plus long, le plus violent projet colonialiste de l'histoire moderne. 132 ans de colonialisme et 132 ans de résistance algérienne sans interruption et 132 ans de crimes coloniaux français de toutes sortes, sans trêve, sans pitié et sans scrupules. Chaque centimètre carré de cette terre sacrée témoigne de l'horreur, de la cruauté et de la tyrannie du colonisateur français depuis la phase d'invasion qui a duré plus de 7 décennies, en passant par la phase de résistance populaire organisée jusqu'à la révolution de libération victorieuse, la révolution de novembre, qui a duré 7 ans et demi et au cours de laquelle l'Algérie a sacrifié ses milliers de fils et de filles, 1,5 million de martyrs sur l'autel de la liberté et de la dignité. خيرة أبنائها وبناتها 1.5 مليون من الشهداء قربانا على محراب الحرية والكرامة. Voilà une sorte donc l'intervention du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf est très pertinente dans la mesure où elle fait un petit peu le rapport et le lien entre les crimes coloniaux, le tribut que l'Afrique a payé durant toute son histoire donc de souffrance parce qu'elle est faite de souffrance, le berceau de l'humanité finalement, et par rapport à ce qui se passe également aujourd'hui, le droit donc de ce continent à demander réparation sur le plan juridique. Nous avons un droit, c'est notre droit, c'est le droit des Africains de demander réparation aujourd'hui. Réparation parce que justement, tous ces crimes commis sont restés, si vous voulez, dans l'histoire, ils sont restés impunis, ils ne sont même pas évoqués à leur propre proportion en matière de souffrance, pour commencer avec vous, Amar Belkhouja. La réparation de prime abord, elle doit être morale. Voilà. Par le questionnement, par l'interrogation de la conscience universelle et de la conscience des peuples qui ont appartenu un peu soit à la monarchie française ou à la République qui va suivre. Aujourd'hui, le citoyen marseillais ou lyonnais ou parisien doit s'interroger et reconnaître, ça c'est important, que son pays, monarchie ou République, ont commis les pires atrocités. Dès lors que le citoyen des anciens empires coloniaux prennent conscience que leur histoire est jalonnée de pages noires et condamnables. Ça, c'est premier succès. La réparation matérielle, je dirais que si on accède à cette reconnaissance, à cette épuration de cette conscience criminelle, parce qu'on n'a pas le droit. On nous dit aujourd'hui, ah oui, mais aujourd'hui les jeunes ou les hommes politiques de l'heure, ils n'ont pas vécu toute la guerre, donc on oublie. Mais non, il y a un héritage, il y a l'héritage du passif et de l'actif. La mémoire, c'est ça, c'est la lecture de l'histoire. Tout à l'heure, j'ai commis une petite bourde en disant que François Maspero a dressé le portrait de Montagnac. Non, il s'agit de Saint-Arnaud. Et ce qui est scandaleux, ce qui défie un peu le bon sens, c'est que les criminels, ça vient d'être évoqué par mon ami Hassan, les criminels en France, pendant le pouvoir politique, accordaient des récompenses aux criminels. Et Saint-Arnaud, je prends le cas de Saint-Arnaud, il n'était qu'une simple ordonnance au service de Bugeaud. Il termine général, puis maréchal. Pélissier, il termine maréchal. L'histoire, éternel recommencement. Pendant la guerre d'indépendance, Charbonnier, qui participe à l'arrestation, à la torture de Maurice Audin, et qui l'assassine, est promu à un grade supérieur et on le décore avec la Légion d'honneur. Il y a cet aspect un peu contradictoire. On doit récompenser ceux qui rendent service à l'humanité et non à ceux qui lui portent tort. Oui, dès le départ, déjà, c'était biaisé. Donc, on a compris le topo. C'est ce qui a donné le modèle actuel. Juste un petit détail par rapport. Hassan, Saint-Arnaud, d'ailleurs, François Maspero a repris une phrase importante
d'Hugo, il disait qu'il avait les états de service d'un chacal, un charognard, pour vous dire que... Oui, ça veut tout dire, hein, surtout d'un voilà. compatriote. Dans le contexte Hassan de Arabe, l'époque, il y a un point très important, j'aimerais qu'on en parle aussi, c'est le fait que dans l'Algérie, dans cette histoire coloniale, au fait, elle incarne à elle seule, je n'aime pas dire le modèle, parce que c'est quand même assez pas péjoratif, mais disons que même la connotation elle est un peu négative, mais c'est le modèle de décolonisation, parce que c'est ce modèle algérien qui a donné de la force au peuple africain pour s'affranchir, parce que ce modèle de lutte et ce modèle d'aller vers l'indépendance, ce combat de l'Algérie à vouloir s'émanciper, surtout du joug de la France, qui était connue quand même pour être une quatrième puissance coloniale, sur la force également militaire. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'Algérie a été ce modèle justement de décolonisation pour les Africains et a aidé, peut-être bon gré, mal gré, mais elle a aidé dans les mouvements d'indépendance à partir du moment où toutes les troupes françaises étaient concentrées sur l'Algérie de façon telle que certains pays qui étaient donc en domination française ont été plus ou moins, si vous voulez... Nous savons donc la conférence d'Accra de 1958 qui a réuni les principaux leaders donc, panafricanistes en présence de Frantz Fanon, qui était le représentant du GPR à l'époque, ont compris l'importance de la guerre de libération du peuple algérien et de la résistance du peuple algérien contre l'OQS. Un modèle, ça a été dit lors de cette conférence. Et nous savons que la guerre de libération avait mobilisé toutes les forces françaises en Algérie, ce qui a facilité en quelque sorte l'indépendance de plusieurs États africains et qui va par la suite aider donc l'affranchissement de plusieurs autres États africains à l'indépendance. Mais le modèle, l'Algérie était donc, la résistance algérienne était emblématique dans toute l'Afrique et dans tout le tiers-monde. Donc, les pays qui étaient colonisés. De tous les peuples opprimés par le système colonial. Et on parlait tout à l'heure donc de cette conférence, c'est une conférence historique qui a réuni donc des experts de toute l'Afrique pour justement faire le bilan de de la colonisation, parce que la colonisation qu'il fallait prendre dans sa globalité, et ça a été fait pour la première fois. On a considérer le problème colonial dans sa globalité, parce que nous savons que les anciens empires coloniaux veulent dire qu'il y avait des colonisations plus ou moins acceptables, etc. Or, c'était le même principe. Ça fait 4 siècles que l'Afrique a été soumise donc à toutes sortes d'exactions. C'est-à-dire 4 siècles, il faut également considérer que la traite négrière était la première forme de la colonisation qui a aidé donc à mettre en place ce qu'on appelle le commerce triangulaire, parce que les esclaves, les Africains qu'on a cheminés vers les contrées d'Amérique, qu'on a d'abord exterminé. Il fallait rappeler que le système colonial avait d'abord exterminé des tribus tout entières aux Amériques, et puis qu'on a repeuplé avec ces esclaves qu'on exploitait, donc qu'on exploitait dans les travaux forcés et domestiques et tout. On parle de 15 millions. 15 millions de victimes. 15 millions. Et puis, il y avait la colonisation à partir donc du 19e siècle, d'abord en Algérie, à la fin du 19e, c'est toute l'Afrique qui a été la cible de la colonisation. D'ailleurs, c'est ce modèle de colonisation en Algérie qui a par la suite servi aussi d'autres modèles pour d'autres l'Algérie, le cas algérien était particulier parce que, comme on l'a dit au début, c'était une colonie de peuplement qui a été, que la France avait établie en Algérie, mais c'est un projet qui n'a pas fonctionné grâce justement à la résistance du peuple algérien. Merci Hassan. Juste le dernier mot, Amal Belkhouja, pour conclure, mais brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dernier mot, le comportement des porteurs de la domination et du massacre
n'a pas changé d'un iota depuis 1830 Merci jusqu'en de le dire. 1962. Et on va connaître encore des tentatives de génocide et de Similaires. massacre à Harrata, Guelma et Sétif, qui vont persister à Madagascar 3 ans après. En 1947, 89 000 Malgaches sont décimés. Merci, merci Ammar Belkhoujaj. Je sais qu'il y a beaucoup à dire encore, mais le temps, ça nous coupe un peu. C'est un impératif, bien sûr, on doit rendre l'antenne. Merci à vous, Ammar Belkhoujaj, vous êtes historien algérien. Merci Hassan Arab, chercheur en histoire. Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres thèmes tout aussi intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions. Au revoir.